Bon, c'est un vrai plaisir de vous retrouver une nouvelle année ici. C'est, je pense, la 4e fois que j'interviens aux Assises, avec chaque fois plus de monde, avec chaque fois un grand plaisir. C'est aussi pour nous un moment important. Nous, je parle, moi et mes collaborateurs, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un événement un peu qui rythme l'année, et donc de vous passer un certain nombre de messages, de partager avec vous un certain nombre d'informations, de ressentis, de vécus que l'on a dans le domaine qui est le nôtre de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Donc il y a 2 ans, presque jour pour jour, le 8 octobre 2011, ici, dans cette salle, je vous interpellais. Le message, c'était, rappelez-vous, retour aux fondamentaux de la sécurité informatique. Alors, je l'avais dit en anglais, mais comme je m'étais fait critiquer, je vais rester sur du langage français. Et application des règles d'hygiène. Et souvenez-vous, à l'époque des réactions, position intenable, règles ridicules, sous l'angle, c'est ça la sécurité informatique vue par l'agence gouvernementale, franchement, c'est pas très fort. Ou alors l'inverse, règles trop complexes. Et 2 ans après, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est tous, autant que vous êtes ici, que ce soit RSSI, industriels, journalistes, utilisateurs, c'est un grand merci. Alors, non pas un grand merci parce que les règles sont appliquées partout, il faut être réaliste et honnête. Non pas non plus parce que ces mesures sont l'alpha et l'oméga et pas l'impression d'avoir écrit la Bible de la cybersécurité. Et il faudra inévitablement bien des années, de longues années, avant que tout cela n'entre en pratique. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que vous vous êtes approprié le concept. Dans notre travail de tous les jours, je vois des sociétés de conseil qui rappellent ces mesures dans leurs rapports qu'ils font aux entreprises. Je vois des DSI de grands groupes mettre en place des plans d'action. On en a vu un pas plus tard qu'hier, qui a fait un important travail au sein de son entreprise et qui faisait le bilan, qui pensait en avoir appliqué 36 sur 40. Moi, comme mon fils, il revient avec 18 sur 20 à la maison, je suis content. Alors, j'ai même vu la presse cet été à propos des raisons d'aussi grandes fuites dans une grande agence de renseignement dans un très grand pays, recommander d'appliquer le guide d'hygiène de l'ANSSI. J'étais particulièrement fier. Et à ce propos, d'ailleurs, je vous annonce que donc on vient de traduire en anglais le célèbre guide d'hygiène. Alors, plus sérieusement, si on l'a traduit en anglais, c'est parce que de nombreuses entreprises, y compris ici présentes, sont internationales et les services informatiques sont souvent localisés dans des pays où la langue, c'est l'anglais. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a évidemment traduit ce guide. J'ai d'ailleurs envie un peu de vous poser la question de savoir, dans la salle, combien de gens ont lu le guide d'hygiène? Je ne vois pas bien, mais... Ah oui, c'est pas mal quand même. Et combien l'ont appliqué? Ouais, voilà. Donc voilà, je ne savais pas trop ce qu'allait être la réponse, mais je m'en doutais un peu. Donc j'avais prévu de dire, parce que je me disais peut-être il y a beaucoup de gens qui vont lever la main. J'avais envie de dire, soyons honnêtes entre nous. Donc voilà, c'est bien. Le chemin est encore long, très très long.
Et le constat qu'on fait, nous, sur le terrain, en matière d'hygiène, quand on fait des audits, quand on intervient à la demande d'entreprise, c'est qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et au risque de me répéter, pardon, mais cela doit être votre priorité toujours. Et je répète encore une fois, c'est possible. Ce n'est pas insurmontable. Il ne s'agit pas de couvrir 100%, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est possible d'appliquer ces règles et une nouvelle fois, si vous ne les appliquez pas, ce n'est pas vraiment la peine de faire de la sécurité informatique. Il vaut mieux faire un autre métier. Alors il y a presque un an, jour pour jour cette fois, donc je remonte, le 3 octobre 2012, ici, toujours dans cette salle, je vous interpellais à nouveau. Et plus largement, j'interpellais notre communauté, la communauté des informaticiens. Rappelez-vous, c'était le pouvoir de dire non et c'était notamment référence au BIOD, le Bring Your Own Device, donc l'utilisation des terminaux personnels à des fins professionnelles. Enfin, c'est surtout ça qui a été retenu de mon intervention. Et là encore, qu'est-ce que je n'ai pas entendu, encore pire d'ailleurs qu'après le guide d'hygiène, sur position intenable, ridicule, passéiste, etc., etc., etc. Bon, vous noterez comme moi sans doute que depuis quelques mois, ces critiques se font moins, voire plus du tout entendre. Je ne suis pas sûr que nous y soyons pour grand-chose d'ailleurs. L'actualité récente a probablement plus fait pour convaincre les récalcitrants que les discours enflammés que je peux faire ici ou là. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote pour convaincre les 2 personnes en provenance de la planète Mars qu'il reste à convaincre. Il y a un certain temps, l'ANSSI a été prévenue qu'une application disponible dans tous les magasins d'applications, les Google Store, Apple Store, etc., avait un comportement assez étonnant. Il s'agissait d'une application gratuite, bien sous tout rapport, simple à télécharger, simple à utiliser. Vous tapiez un nom, un prénom, et elle vous donnait un numéro de téléphone, donc un annuaire, quoi. Problème de cette application, c'est qu'on y trouvait des numéros de téléphone qu'on n'aurait pas dû trouver. En fait, cette application ne faisait rien de bien intelligent. Après avoir été installée sur le smartphone, elle accédait à vos contacts et les envoyait sur un serveur accessible au monde entier, via la dite application. Donc il suffisait donc que quelqu'un disposant d'un numéro confidentiel installe cette application pour que, dans les secondes qui suivent, le monde entier puisse accéder au numéro de téléphone de la dite célébrité. Donc inutile de me torturer pour avoir le nom de cette application. De toute façon, elle a depuis disparu et elle a été supprimée des stores, des applications. Mais c'est un bon exemple parce que vous aurez noté, j'espère, que dans cette affaire, il n'y a même pas d'attaque informatique. Et pire encore, si vous aviez lu les conditions d'utilisation de cette application, vous savez, les 40 pages écrites en tout petit, vous auriez noté que ces petites lignes précisaient de façon très précise que l'application accédait au contact. Donc d'une certaine façon, c'était même complètement assumé. Bon, alors, d'accord, c'était dans les petites lignes, c'était pas de façon précise, mais enfin, vous voyez, donc voilà, donc vous l'aurez compris, je pense, si j'utilise cet exemple et que je réinsiste, comme sur les règles d'hygiène, c'est qu'on n'a pas changé d'un iota notre position. Ce n'est pas à l'employé d'une entreprise de définir les règles de sécurité qui doivent s'appliquer aux données informatiques de la dite entreprise, mais bien à l'entreprise. C'est une question de souveraineté, non pas une question de souveraineté de l'État, mais bien une question de souveraineté de l'entreprise. Mais le principal sujet dont je veux vous parler cette année, ce n'est pas celui-là, c'est un autre sujet sérieux que j'avais rapidement évoqué en fin d'intervention l'année dernière et qui va nécessiter de notre part à tous, dans les années à venir, un effort très important. Alors ceux qui me connaissent et qui suivent les interventions que j'ai l'habitude de faire, j'ai l'habitude de dire que nos sociétés aujourd'hui dépendent de l'informatique et des communications électroniques pour vivre, que ces technologies sont désormais les systèmes nerveux de nos nations, que notre survie en tant que nation dépend, notre survie au sens étroit du terme, dépend maintenant de plus en plus du bon fonctionnement de ces systèmes d'information, équipements médicaux, systèmes de contrôle aérien ou ferroviaire, production et distribution d'énergie, transport de l'eau, etc., etc. Ces systèmes industriels, les systèmes de commande-contrôle, les SCADA, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont en train de migrer à grande vitesse vers l'IP, l'Internet Protocol, de s'intégrer dans les systèmes d'information de l'entreprise, voire d'être connectés à Internet, sans que l'on se soit véritablement préoccupé de leur sécurité. Je dis bien de leur sécurité. Et si j'insiste, c'est que je connais
bien maintenant le discours des spécialistes de ces systèmes, qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Peut-être qu'on a des problèmes de sécurité, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a mis en place des dispositifs de sûreté de fonctionnement qui nous protègent. Et donc, si on a des problèmes de sécurité, de toute façon, les dispositifs de sûreté vont se mettre en œuvre, et donc, tout va bien. Donc, quand quelqu'un vous dit tout va bien, de toute façon, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Mais... Alors, d'abord, un petit commentaire sémantique. Ce que j'entends par sécurité, c'est la défense contre les actions malveillantes. Et par sûreté, la défense contre les défaillances. Alors pardon, c'est un peu compliqué, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a certains domaines dans lesquels c'est l'inverse, et que chez les anglo-saxons c'est l'inverse. Enfin, peu importe. Ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'un dispositif est sûr, ou qu'on vous dit qu'il est sûr au plan de la sûreté, qu'il est au plan de la sécurité. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu ça. C'est d'abord une question de façon d'appréhender les choses. Vous tous ici, dans cette salle, vous êtes tous plus ou moins des scientifiques, des ingénieurs, des spécialistes de l'informatique, des cartésiens. Pourtant, si on fait venir ici, tout de suite, maintenant, un magicien sur cette scène et qu'il me met dans une boîte, qu'il me découpe en morceaux, qu'il me transperce d'épée, je vais survivre, enfin j'espère. Et vous aurez beau avoir l'esprit scientifique, analytique, vous n'allez rien comprendre à ce qui s'est passé et comment il a fait. Parce que vous n'avez pas la bonne approche. Si je prends un exemple plus concret dans le domaine de l'informatique, dans les dispositifs de sûreté, dans les dispositifs industriels, vous avez des capteurs de mesure. Si un capteur déraille, fonctionne mal, tombe en panne, le dispositif de sûreté va considérer que le système est en danger et donc va prendre les mesures, potentiellement par exemple s'arrêter de façon sûre. Mais un attaquant qui est présent sur le réseau, IP la plupart du temps, parfois Internet, lui va intercepter le paquet, remplacer la valeur numérique du capteur par une autre, et le dispositif de sûreté va être complètement leurré et va croire que tout va bien, alors que tout va mal. Alors on sait bien ici, entre experts de la sécurité, comment résoudre cette question. Chiffrement des échanges, pour éviter de pouvoir modifier les données, authentification forte, pour être bien sûr que c'est le capteur, le bon capteur qui parle à l'automate. Mais tous ceux qui sont concernés, faites donc le tour de vos installations industrielles et regardez combien les communications entre eux, ces 10 capteurs de température, de pression, de vitesse, tout ce que vous voulez, de pression, et les automates sont chiffrés ou fortement authentifiés. Vous verrez que c'est quasiment presque rien. Voilà, tout ça pour vous expliquer que la différence entre sûreté et sécurité, pour autant qu'elle existe de façon sémantique, dans la vraie vie sur le terrain, elle est un peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Il est donc essentiel, et quand je dis essentiel, c'est vraiment essentiel, que dans ce domaine, on se retrousse les manches et on agisse. Il faut d'abord que les équipementiers qui fournissent les systèmes industriels introduisent des dispositifs de sécurité, du chiffrement, de l'authentification entre capteurs et automates par exemple, et c'est, je vous l'ai dit, beaucoup trop rarement le cas. À ce titre, l'ANSSI, nous avons mis en place un groupe de travail avec les représentants industriels, les grands industriels du domaine, afin de définir d'ici la fin de cette année un ensemble de règles de sécurité qui devront être mises en place au sein des systèmes de commande-contrôle industriels. Mais il faut que les industriels qui utilisent des machines et autres robots recensent leurs systèmes critiques, analysent leur sécurité, prennent les mesures conservatoires indispensables. Je vais en citer qu'une que j'avais déjà citée l'année dernière, mais déconnecter d'Internet une installation industrielle, par exemple. On en trouve encore aujourd'hui beaucoup trop sur Internet interconnectés. Et bien sûr, mettre en place un plan de sécurisation. On a fait un guide, je vous l'avais déjà dit, sur ce domaine-là. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent vous aider à faire ce bilan. Ce n'est pas forcément facile. Malheureusement, le constat que je fais quand j'interroge les prestataires qui sont susceptibles d'aider et je leur demande combien vous avez eu de demandes de la part d'industriels pour vous aider à faire ce bilan de la sécurité de leur système industriel, malheureusement, la réponse n'est pas très satisfaisante, c'est très très peu, parfois pas du tout. Donc il faut agir et il faut agir vite. Alors l'État n'est pas en reste, bien sûr, dans ce domaine, c'est la question que vous allez me poser. Et donc, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui a été publié le 29 avril de cette année, en parle abondamment. Et si je parle du livre blanc, ce livre blanc, ce n'est pas un document marketing d'un groupe de penseurs. Hein.
Le livre blanc, c'est l'expression de la doctrine de défense et de sécurité nationale approuvée par le président de la République. Et que dit le livre blanc dans ce domaine? Alors, il ne dit pas « il est important de sécuriser nos systèmes d'information et l'État va travailler avec les industriels pour faire un effort important pour que la sécurisation soit renforcée ». Il est beaucoup plus précis. Et je vais le citer, vous me pardonnerez de lire. Il dit ceci. S'agissant des activités d'importance vitale pour le fonctionnement de la nation, c'est bien ça dont on parle, l'État fixera, par un dispositif législatif et réglementaire approprié, les standards de sécurité à respecter à l'égard de la menace informatique et veillera à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour détecter et traiter tout incident informatique touchant leur système sensible. Ce dispositif précisera les droits et devoirs des acteurs publics et privés, notamment en matière d'audit, de cartographie de leur système d'information, de notification des incidents. Fin de la citation. Comme on dit chez moi, c'est fort et clair. Le livre blanc, il a été publié le 29 avril de cette année. Le 2 août 2013, le gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat le projet de loi de programmation militaire, dont l'article 15 est l'exacte traduction législative de ce que je viens de vous lire. Entre ces deux dates, il s'est écoulé 95 jours pour consulter les industriels, rédiger le projet de loi, vérifier la capacité à passer un tel texte, le passer au Conseil d'État, etc., etc. Imaginez un peu le travail que c'est. Donc vous l'aurez compris, il s'agit bien d'une priorité gouvernementale. Alors que dit le texte ? Alors je vous engage à aller sur le site du Sénat, vous y trouverez le texte exact qui me semble être assez lisible, ou bien vous passez sur le stand de l'ANSSI si vous souhaitez en discuter avec mes collaborateurs. En substance, ce texte dit que l'État va réguler la sécurité des systèmes d'information critiques des opérateurs d'importance vitale. La cible est donc très précise. Il s'agit des opérateurs d'importance vitale. Donc, si on regarde les entreprises privées, c'est un peu plus d'une centaine d'entreprises concernées, dans 12 secteurs d'activité. Et ça touche les systèmes critiques de ces opérateurs. Donc, il ne s'agit pas des intranets des industriels, il ne s'agit pas de la paye ou du système de finance, mais bien essentiellement des commandes contrôle des systèmes industriels. Pour ces systèmes, ce que prévoit le projet de texte, et si le Parlement en décide ainsi, le texte prévoit que l'État aura la possibilité de fixer des règles de sécurité à appliquer impérativement. Par exemple, tel système critique ne devra pas être connecté à Internet. Dans certains cas, l'État pourra imposer d'installer des sondes de détection fournies et opérées par des opérateurs de confiance labellisés par l'ANSSI en l'occurrence. L'État pourra aussi auditer lui-même directement ou faire auditer par des prestataires labellisés ces systèmes afin de vérifier la bonne application des règles édictées et plus largement le niveau de sécurité de ces dispositifs. Enfin, les opérateurs, toujours pour ces systèmes uniquement bien sûr, devront signaler à l'ANSSI tout incident informatique affectant leur fonctionnement. Il s'agit là de mesures préventives. En cas d'attaque importante en cours contre ces systèmes, l'État aura également la possibilité d'imposer des mesures de sécurité aux opérateurs. Je signale enfin que l'État devra préserver la confidentialité des informations qu'il recueille dans ce cadre. C'est tout à la fois une demande naturelle des opérateurs, qui sont souvent en concurrence avec des opérateurs, notamment étrangers, et un impératif de sécurité pour nous, pour ne pas dévoiler à des acteurs malveillants et mal intentionnés des vulnérabilités sur des systèmes critiques. Je pense que c'est assez naturel et facile à comprendre. Tout ceci, naturellement, notamment les règles contraignantes, tout ceci sera discuté secteur par secteur pour identifier avec les industriels compétents les mesures à prendre. On imagine bien qu'on ne va pas imposer les mêmes règles de sécurité aux commandes contrôle d'une centrale nucléaire qu'à un opérateur de communication électronique, par exemple. Dans un des cas, on pourrait sans aucun doute interdire la connexion à Internet. Chez un opérateur de télécom, interdire une connexion à Internet, bon, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Enfin, en tout cas, l'opérateur, il va beaucoup moins bien marcher. Donc, ce travail a déjà commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, en mentionnant le groupe de travail que nous avons monté avec les industriels, les entreprises de la filière informatique industrielle. Avec ce projet, je pense qu'il y en a pour tout le monde,
Bien sûr, une incitation extrêmement forte aux industriels, aux opérateurs d'infrastructures vitales à agir, mais aussi aux prestataires de services et de produits à fournir des réponses qui vont bien sûr venir des demandes de ces industriels. Vous conviendrez avec moi que le raisonnement est finalement assez simple à comprendre. L'État ne peut et ne doit se désintéresser de la sécurité de ce qui est consubstantiel à la survie de la nation et à la vie de nos concitoyens. C'est classiquement fait dans le domaine de la sécurité industrielle, de l'environnement, de l'incendie, de la sécurité médicale, de la sécurité alimentaire, etc. Il n'y a aucune espèce de raison pour laquelle on ne le ferait pas dans le domaine de la cybersécurité, et c'est très exactement ce que nous faisons. Mais l'État ne fait pas que réguler. Il nous faut impérativement, pour sécuriser les systèmes critiques et les autres, disposer d'outils de sécurité adaptés et de confiance. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire ici, chaque année je pense. Nous avons la chance en France d'avoir des industriels capables de fournir des solutions de sécurité. La plupart ou la quasi-totalité sont ici présents. Il faut vous adresser à eux. Ces industriels sont aussi une chance pour la France et pour le développement de son économie. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé le 12 septembre dernier que parmi les 34 plans de reconquête pour dessiner la France industrielle de demain, un plan était consacré à la cybersécurité. Il s'agit de fédérer, de mobiliser l'ensemble des acteurs, publics et privés, pour identifier, mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition pour permettre à la France de devenir un champion en matière de cybersécurité, notamment en matière de fourniture de services et de produits. Sans attendre les résultats de ces travaux et dans le cadre des investissements d'avenir, un appel à projet a été lancé. Il vise notamment à couvrir les domaines suivants. Les terminaux mobiles sécurisés, bon, on en a parlé l'année dernière, j'en ai parlé en introduction, la visiophonie et la voix sur IP sécurisée, les systèmes de détection d'intrusion, j'en ai parlé, les dispositifs de protection pour les SCADA, les systèmes industriels, et enfin les systèmes de supervision de sécurité, ce qu'on appelle dans notre jargon les SIEM. Je signale aux industriels intéressés qui sont dans la salle qu'ils ont jusqu'au 29 novembre pour soumettre leur projet. Et bien sûr, ils peuvent s'adresser à nous, je même les engage à s'adresser à nous pour toute question sur ces appels à projets. Enfin, je vous signale si vous avez suivi la presse ces derniers jours, vous en avez entendu parler, je vous signale également la création d'une filière sécurité, à côté des filières classiques qui existent, qui couvrent l'ensemble des domaines techniques de la sécurité, pas seulement le cyber, la détection dans les aéroports, etc., avec tout ce que ça recouvre, notamment en matière de gouvernance. Alors, je ne voudrais pas terminer et conclure mon intervention sans vous donner quelques nouvelles de l'ANSSI. D'abord, nous recrutons toujours, il faut bien que je fasse ma pub. Donc, les candidats sont bienvenus. On recrute toujours entre 80 et 100 personnes par an quand je prends en compte le turnover. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes intéressées, à nous les envoyer. Je signale aussi, parce que parfois on a du mal à recruter dans des domaines où on n'imaginerait pas, qu'on ne recrute pas que des experts en sécurité, mais on recrute aussi tout simplement des informaticiens, on recrute des spécialistes de l'informatique industrielle, bon, ça ne devrait pas vous surprendre, par exemple. Bon, donc vous trouverez sur notre site internet l'ensemble des fiches de poste, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à candidater, à pousser les gens que vous connaissez qui sont intéressés à nous rejoindre, et même si ce n'est pas des experts ultra pointus en sécurité. Vous savez aussi que nous avons comme stratégie de non seulement labelliser des produits, mais aussi des prestataires de services. Nous avons plusieurs projets dans ce domaine, notamment en matière de cyberdéfense. Bon, il y a un projet dans ce domaine dont j'espère vous avez dû entendre parler, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, puis on a un peu communiqué là-dessus, c'est la labellisation des prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information. Donc les gens qui font des tests d'intrusion chez vous, on appelle ça les PASSI dans notre jargon, les prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est bien parti. On a déjà 3 sociétés qui ont, pardonnez-moi l'expression, déjà réussi leur examen de passage dans le cadre de la procédure expérimentale. Une 4e est en cours et on a 20 entreprises qui vont probablement dans les semaines à venir se lancer. Donc vous n'aurez plus aucune excuse pour ne plus faire d'audit dans vos entreprises. Vous aurez une série de prestataires labellisés par l'État, recommandés par l'État, qui sont susceptibles d'intervenir chez vous. Labellisés par l'État, ça veut dire à la fois que
ces entreprises, elles sont compétentes et qu'elles ont en même temps une certaine déontologie et des pratiques qu'on estime raisonnables. Je veux aussi vous rappeler que nous publions régulièrement des guides, des recommandations. Ce n'est pas juste pour emporter ou pour offrir, hein, mais c'est bien pour consommer et appliquer. Donc vous allez les trouver sur notre stand, ces guides, vous les trouvez sur notre site internet, ils sont librement téléchargeables, ils sont libres de droit, ils peuvent être recopiés, enfin bon bref, on n'en fait pas le commerce, mais on ne le fait pas juste pour s'amuser. Et donc voilà, utilisez-les. Pour vous donner quelques exemples, alors, le dernier exemple qu'on publie aujourd'hui, je crois, hein, c'est sur la mise en œuvre du protocole BGP. Donc ce guide sera mis en ligne sur notre site aujourd'hui. Je peux également vous citer le rapport de l'Observatoire de la résilience de l'Internet français, réalisé avec l'Agence française du domaine, l'AFNIC. Et puis bien d'autres recommandations, pour n'en citer qu'une par exemple, c'est des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs de vidéoprotection. Et dans ce domaine-là aussi, croyez-moi, c'est un peu pareil que les dispositifs industriels, même s'il n'y a pas de dimension sûreté, enfin pas trop. Dans ce domaine-là aussi, croyez-moi, il y a beaucoup à faire. On a pas mal travaillé, nous, depuis un peu plus d'1 an sur la sécurité de ces petits joujoux. Et pour faire simple, les caméras de vidéosurveillance, c'est des petits PC à l'intérieur, hein. Généralement d'ailleurs interconnectés en Wi-Fi, parce qu'évidemment ça coûte beaucoup moins cher. Et donc c'est très facilement piratable. Alors je ne résiste pas du tout, pardonnez-moi, à la tentation, parce qu'on est à Monaco ici, à vous raconter une anecdote. La mésaventure d'un casino de Melbourne, qui a été victime d'une arnaque qui lui a coûté quelque chose comme 30 millions de dollars. Le truc était assez simple finalement, puisque le pirate informatique a piraté les caméras de vidéosurveillance du casino, et puis il était en cheville avec un joueur de poker qui avait une oreillette, et avec les caméras de vidéosurveillance, tout simplement, il regardait le jeu des adversaires du 10 joueurs et il lui indiquait quels étaient... Et ils ont quand même détourné 30 millions de dollars. Donc vous voyez un peu où ça se niche. Et malheureusement, dans la plupart du temps, ces caméras de vidéosurveillance sont extrêmement fragiles. On trouve sur Internet, malheureusement, beaucoup de ces caméras de vidéosurveillance librement accessibles, y compris chez des particuliers, ce qui n'est pas toujours extrêmement plaisant. Voilà, bref. Tout ça pour vous dire que nous essayons de vous aider, de publier des recommandations, utiliser nos outils. L'ANSSI est présente sur le salon, on est de plus en plus présent, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui sont ici présents. Donc n'hésitez pas à venir, à la fois pour nous poser des questions, à la fois pour nous signaler aussi, je le dis chaque année, quels sont vos problèmes, quelles sont les difficultés, quels sont les sujets que vous voudriez que l'on voit traiter. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, à utiliser nos produits. Enfin, et pour conclure, puisqu'il me revient l'honneur et le plaisir une nouvelle fois d'introduire les Assises 2013, je veux souhaiter à tous les exposants beaucoup de réussite, d'être convaincants, mais dire à tous les visiteurs, comme je le dis chaque année, profitez-en. Il y a ici une concentration d'experts en cybersécurité comme probablement jamais et nulle part en France dans l'année. Donc posez vos questions, partagez vos expériences. Voilà, vous avez la totalité, je pense, quasiment de ce que la France compte en matière d'experts de cybersécurité présents ici. Enfin, je veux remercier une nouvelle fois les organisateurs, Gérard Rio et toute son équipe dirigée de main de maître par Sophie Guérin, pour leur énergie, leur savoir-faire et leur sens de l'intérêt général. Si l'on progresse en France dans ce domaine, c'est aussi un peu grâce à eux et à cet événement. Merci à eux, merci à tous et bonne Assise 2013.